Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. En France, les personnels d'éducation sont de plus en plus nombreux à ne pas apprécier leur travail, souvent décrié par les parents d'élèves. Les professeurs eux-mêmes sont nombreux à baisser les bras. L'association autonome de solidarité laïque informe, protège et sensibilise les personnels d'éducation. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Jean-Louis Linder, vice-président de l'association autonome de solidarité laïque. Bonjour. Bonjour. Alors, Autonome de solidarité laïque ne date pas d'hier et a de nombreux objectifs. Quelle est son histoire et quels sont ses principaux objectifs ? Alors, ça date pas d'hier, ça c'est évident. Hein. Je vous ai dit une très très vieille dame, l'ASL. 120 ans d'existence. Je vous donne des chiffres pour que vous vous rendiez compte. Un personnel sur deux qui est adhérent à l'ASL, à l'Autonome de solidarité laïque. On a à peu près 1000 bénévoles qui travaillent sur les départements, l'ensemble, et le métropole et l'outre-mer. On a un réseau d'à peu près 200 avocats conseils et on a 120 salariés qui travaillent pour nous au quotidien sur les délégations. Par exemple, sur les Yvelines, vous avez 10 600 adhérents, rien que sur les Yvelines, ce qui est quand même pas rien. Alors vous vous penchez sur différentes thématiques liées au personnel de l'éducation. Quand on parle de personnel d'éducation, de qui parle-t-on ? Alors on parle de plusieurs types différents, mais souvent on les identifie à l'historique, et les historiques c'est bien sûr les enseignants, mais au-delà du monde enseignant, il y a tous ceux qui participent de près ou de loin à une mission d'éducation pour notre jeunesse. Donc ça va depuis les CPE, conseillers principaux de l'éducation, dont vous vous rappelez certainement au collège et au lycée, ça va jusqu'aux assistants d'éducation, qu'on a nommé pions, mais on a débordé, puisque maintenant les missions d'éducation, on peut considérer que dans les clubs sportifs, un éducateur sportif, il fait aussi une mission d'éducation. Il apprend des règles, il l'aide à vivre ensemble. Dans les crèches, pareil, les éducatrices de la petite enfance, et ainsi de suite. On pourrait en citer un monde entier. Un large panel. Un large panel. Alors, en 2022, vous avez publié le baromètre de l'ASL sur le climat scolaire et la relation dans les établissements scolaires, un dossier qui a été notamment mis à jour en septembre 2023. Que dit ce baromètre ? Alors ce baromètre, il nous dit déjà qu'il y a une constance, et que cette constance, on va dire, elle n'est pas très réjouissante, c'est rien ne s'arrange. Alors, est-ce que ça s'aggrave ? On ne peut pas parler aussi franchement de ça. Les situations restent identiques. Autrement dit, on a un retour à ce qui existait en 2019 avant le Covid. On était à quelques 10 000 dossiers et on est revenu à nouveau à 10 000 dossiers chaque année, on va dire, et avec une caractéristique, c'est insulte, menace. Donc on est vraiment sur des agressions du quotidien. Insulte, menace, diffamation, harcèlement maintenant. Et puis au-delà, on va dire toutes les problématiques liées à des remises en cause par les parents, par les familles, sur le sujet de l'inclusion, par exemple, sur le bien fondé qu'auraient les équipes à dire votre enfant, il faut qu'on se mette autour d'une table pour discuter de sa scolarisation, parce qu'on voit que ça se passe mal. Vous relevez dans ce baromètre un nombre croissant de personnels qui se sentent agressés justement au sein de l'établissement. En 2022, vous indiquez que 75,2% des dossiers ouverts en protection juridique et dossiers de conseil concernent une agression ou un sentiment d'agression. Quels sont les autres sujets que ce dossier met en exergue ? C'est ce que je vous rappelais un petit peu tout à l'heure, mais un tiers de ces dossiers, disons 30%, en gros 30% de ces dossiers, ce sont des insultes et des menaces. Alors, quand on vous dit qu'ils se sentent, c'est parce que l'ASL est très prudente dans ses analyses, toujours elle les pose. Elle dit, regardons la situation, notons tous les éléments, un peu comme un enquêteur, et voyons si véritablement on est sur une qualification juridique d'insulte au sens juridique, menace au sens juridique. Et à partir de là, on voit quelle est la meilleure réponse. Est-ce que c'est une réponse professionnelle, en interne, conseil de discipline, convocation des parents ? Est-ce que c'est une réponse plus tranchée ? À ce moment-là, on va vers du juridique, et là, nos avocats conseils sont là pour accompagner les collègues pour un dépôt de plainte qui doit être recevable. Alors, un rapport spécifique sur le climat scolaire dans le premier degré a été également mis en ligne en octobre 2023 et il démontre une méfiance grandissante entre les personnels d'éducation et la haute hiérarchie qui comprend notamment les inspecteurs de l'éducation nationale et l'éducation nationale elle-même. Pour synthétiser les différents dossiers sur le climat scolaire dans le premier degré et le second degré, quelles sont les urgences aujourd'hui ? Alors les urgences, il y en a, je dirais, tout est urgent. Tout est urgent, mais il y a quelque chose quand même de fondamental, c'est la méconnaissance totale du droit. Et je dirais que si l'éducation nationale, par le biais des chefs d'établissement, par le biais des inspecteurs, n'arrive pas
malgré leur volonté, ce n'est pas une volonté délibérée que de ne pas accompagner les collègues, n'arrivent pas à le faire, c'est que je pense qu'il y a une méconnaissance du droit qui encadre vraiment les actions éducatives. À partir de là, il y a toujours une méfiance à s'engager même verbalement, à vous donner un conseil. Ce que nous faisons. Nous considérons que nous avons une expertise juridique qui est prouvée par notre ancienneté. Eux ont toujours tendance à être très, comment je pourrais dire, discrets ou prudent. Et donc finalement, quand il y a besoin de réponses urgentes, on ne les a pas. Donc il y a bien un problème RH, de suivi RH et d'accompagnement des personnels dans la difficulté. Et on le voit de façon évidente autour de la protection fonctionnelle, qui pour nous, dans nos dossiers, devrait être accordée sur les 400 dossiers qui vont vraiment vers la justice. Ça devrait être automatique. Eh bien, ça ne l'est pas. Alors justement, en 2024, vous avez pour objectif de rendre la formation obligatoire pour mieux connaître le format juridique. Donc c'est grâce à ça qu'on pourrait être beaucoup mieux informé sur tout ce côté juridique. Il y a bien un axe prévention majeur là. On est vraiment sur un chantier qui s'ouvre, qui a déjà commencé, on va dire, puisqu'on a réussi avec la convention qu'on avait en 2012 avec le ministère de l'Éducation nationale, puis avec le ministère de la Justice, et ensuite cet avenant qu'on a signé en 2020. On commence à voir des signes vraiment positifs de pouvoir entrer dans les formations. Mais tant que ces formations resteront finalement un choix individuel et ne rentreront pas dans un cadre formel, obligatoire, de dire ben oui, on ne peut pas exercer cette profession d'enseignant, cette profession d'éducateur sans connaître ses droits et ses obligations. Donc, autrement dit, il y a une formation au cadre juridique des métiers. Et pour nous, ça ne peut pas se discuter. Ça doit être rendu obligatoire. Et autre sujet pour 2024, celui de l'inclusion à l'école. Quels sont les enjeux concernant l'inclusion aujourd'hui ? Alors, pour un petit historique, on va dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. En 2005, avec la loi qui replaçait et qui était très claire et pour laquelle on n'a aucune contestation possible, c'est égalité des droits. C'est obligé. Donc, tout enfant a droit à une scolarisation, quelles que soient les difficultés qu'il a. Pour autant, on commençait à voir progressivement, on va dire, une entrée sur la partie juridique de la loi qui imposait, mais sans donner les moyens. Or, qui peut s'imposer quelque chose sans pour autant réfléchir à la question des moyens ? Eh bien, on a l'Éducation nationale et on a le ministère de la Santé. Et la question de l'inclusion, elle touche les deux, mais celui qui fait le boulot, c'est le ministère de l'Éducation nationale, pas forcément en haut, pas forcément au stade, on va dire, disons, des décisions rectorales, mais disons au stade du premier principe, celui qui est sur le terrain. Et celui qui est sur le terrain, il se retrouve, et c'est bien le problème, seul face à l'impossibilité de mettre des moyens en face. Alors justement, l'inclusion est essentielle aujourd'hui, surtout pour les enfants en situation de handicap. L'intérêt de cette inclusion, c'est surtout de ne pas développer ce sentiment de solitude autour d'un handicap. On dit souvent que l'inclusion est positive, mais que les professeurs ne sont pas assez formés. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que pour une meilleure inclusion, il faut également une meilleure formation ? C'est évident, mais ça ne suffira pas. C'est ce que je vous disais. La formation serait un préalable culturel, je dirais, pour pouvoir comprendre que dans la mission éducative, il y a aussi cette part maintenant qui est incontournable. On doit accueillir, ça ne se discute plus. Par contre, ce qui se discute, c'est l'accompagnement des professionnels en termes de moyens. Et quand je parle de moyens, ce ne sont pas simplement que fournir quelques heures d'AESH. On est sur une problématique majeure dans, on va dire, le décryptage précis du problème. Lorsqu'un enfant présente un comportement, son comportement est souvent réactionnel. Mais on ne peut pas aller au-delà, nous, en tant que professionnels du monde de l'éducation. Il nous faut des professionnels de la santé, de la pédopsychiatrie, qui viennent et qui puissent nous dire ça en relève ou ça n'en relève pas, c'est un problème éducatif ou c'est autre chose. Et la problématique, quand je vous parlais de solitude, c'est que la réponse qui est donnée par les organismes qui devraient pouvoir venir nous aider est bien trop longue. Et quand je dis bien trop longue, on n'est pas à quelques semaines. On est parfois à une, voire plusieurs années. C'est intolérable. Ce qui peut handicaper notamment le suivi de l'élève et le développement de l'élève dans le système éducatif. Quand je vous disais que c'était 30%, imaginez-vous famille, parents d'un enfant, et on vous dit « Ah ben non, on n'a pas de solution » et ça dure depuis 1 an. Je pense que la relation que vous entretiendrez avec les seuls qui vous écoutent, c'est-à-dire l'Éducation nationale et ses personnels, risque de devenir très compliquée, et c'est le cas.
Et donc sur ça aussi, vous pouvez les informer justement sur ce côté un peu juridique aussi, parfois de protection juridique. Oui, alors on leur donne effectivement le cadre de la loi, par exemple la loi sur 2005, leur expliquer comment c'est venu progressivement, on va dire, et ça a pris une amplitude. Et au-delà de ça, on leur informe aussi, on va dire, autour des droits, on va dire, à la scolarisation. Qu'est-ce que ça veut dire scolariser un enfant? Qu'est-ce que ça veut dire l'autorité parentale? Parce que les parents, vous le savez bien, et à juste titre, s'inquiètent de leurs enfants, donc ils vont venir parfois de façon véhémente, mais il y a un moment où il faut dire stop, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'équipe pluridisciplinaire, et c'est là où je dis qu'il y a de grands absents, médecins scolaires, etc., vous disent, madame, monsieur, que pour votre enfant, ce que vous nous demandez n'est pas possible. De nombreux sujets dont on pourra revenir justement dans une prochaine émission. Merci beaucoup Jean-Louis Linder d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association autonome de solidarité laïque. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site autonome-solidarité.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.